de la voile. On va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi, t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ? Bah, on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route de Rome? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Bonsoir, merci de votre fidélité au Café de la Marine du Télégramme pour le 15e opus. Alors vous l'avez remarqué, notre star n'est pas derrière le comptoir. Jimmy Pain est à Nice où il parfait sa connaissance des catamarans extrêmes. Voilà. Et pendant que Jimmy fait son démon dans la baie des Anges, j'ai quand même de solides équipiers. Pierre-Yves qui est fidèle au poste malgré une fièvre carabinée. Merci Pierre-Yves. Exactement, je vais survivre. Voilà. Et Philippe Eliès, qui est mon habituel équipier dans la rubrique Voile du Télégramme et qui m'a suppléé à l'Atlantique et qui ne sait plus à l'Orient, eh bien, on a plaisir à l'accueillir au Quai Ouest. Bienvenue à bord. Merci, j'espère que je serai à la hauteur de celui qui est Merci, habituellement assis ici. Merci chef. Merci, Voilà. Eh bien, écoutez, comme il y a 15 jours, notre invité, qui était Jérémy Bayou, eh bien, notre invité, il a gagné la solitaire du Figaro à 2 reprises. Il a aussi tiré ses premiers bords dans la baie de Morlaix. J'imagine que vous avez déjà deviné. C'est Armel Lecléache, second du dernier Vendée Globe. Et aujourd'hui, skipper du 60 pieds Banque Populaire. Voilà. Merci Armel. Alors, et surtout, quand même, le tout premier invité du Café de la Marine arrivé en short et en tongs. Mais oui, c'était On n'avait l'été. encore jamais fait ça, quoi. Mais voilà, il y a un petit voile de brume qui est descendu, mais c'était l'été. Et puis en plus, Armel, c'est sympa d'être là parce qu'il est en pleine préparation de la Jacques Vabre et il rentre d'une navigation de nuit qui était plutôt en mode petit temps, non Armel? C'est ça, effectivement, c'est un peu l'été en ce moment en Bretagne et on était en nave de nuit à Port-la-Forêt en stage avec 60 pieds IMOCA. Avec Christopher, cette nuit, on a été au large de ça, tirer des bords, non pas beaucoup de vent. On a dû finir au moteur malheureusement ce matin parce qu'on avait Loïc à notre bord, Loïc Perron qui était venu nous donner ses petits conseils. Et vous surveillez un peu. Et nous surveiller, il avait des rendez-vous cet après-midi avec le grand trimaran, donc il fallait qu'on soit à l'heure. Il y a du monde à bord parce que je crois qu'il y avait Pierre-Yves Lautroux à ton bord aussi en début de semaine, non? Voilà, que des stars Que en des fait. stars. Merci. Armel, moi j'aurais aimé, ma première question c'était ton bateau, c'était pas vraiment ton bateau, c'est Michel Desjoyaux. Est-ce que tu l'as chacalisé ton bateau? Tu as enlevé toutes les petites déjouetteries qu'il y avait à bord? Il a mis sa griffe. Faut expliquer un petit peu. Hein. Donc c'est Foncia 2, le deuxième monocoque Foncia, le premier qui a gagné le Vendée Globe. C'est le deuxième qui a fait la Barcelona World Race et qui a été racheté par Banque Populaire au printemps. Exact. Et qui a, après un casting serré, a choisi Armel Lecléache comme skipper. Alors, est-ce que c'est pas ton bateau? Qu'est-ce que ça te fait? Non, effectivement, c'est pas le bateau que j'ai dessiné ou j'ai conçu comme j'avais fait par exemple avec mon ancien bateau avec Briter. Non, c'est un bon bateau qui a été dessiné, étudié par notamment Michel Desjoyaux et toute son équipe. Donc c'est un plan Verdier, donc c'est la dernière génération des bateaux qui sont un petit peu à la mode. C'est le sistership maintenant de celui de François Gabard de Massif. Donc c'est un bateau qui est très performant, qui a plein de petits détails, plein de petites choses qui sont assez sympas. Après, effectivement, on a eu l'occasion et le temps avec toute l'équipe de Banque Populaire de refaire quelques petites choses, réaménager peut-être un petit peu l'intérieur, l'électronique. Mais on a quand même gardé les choses principales à bord et surtout l'objectif c'était vraiment de naviguer avec ce bateau et de l'apprendre à le connaître. Le mât, tu l'as changé parce que ça marchait pas très fort comme la première fois. Le mât, malheureusement. Le bateau a dû abandonner la Barcelona World Race parce qu'il a cassé son mât. C'est ça, il a Puis, cassé l'eau de la Armel, tête c'est de mât. aussi un bateau sur lequel, dans ta période d'entraînement, vous avez eu des soucis techniques avec une fissure, donc il a été immobilisé un petit peu en chantier. Donc effectivement on a eu il y a eu le nouveau mât qu'on a eu cet hiver, qu'on a testé depuis qui va très bien, et puis effectivement au mois d'août, juste avant de partir sur la Fastnet, c'est la première course qu'on devait faire avec Christopher et toute l'équipe, et une semaine avant en nave de nuit ici au large de Lorient, on a cassé une grosse fissure en fait sur le côté tribord du bateau sous le vent. Donc on est un peu rentré en urgence et puis ça inquiète un peu, oui. Voilà, on s'inquiète un peu, on a fait une mise au point avec tous les intervenants sur la construction du bateau. Et puis on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait un point faible à cet endroit-là, qui alors ça n'avait pas cassé avant parce que peut-être que les conditions rencontrées n'étaient pas forcément les mêmes, et puis peut-être qu'il y avait un petit défaut qui a fait que ça a lancé la fissure. En tout cas, depuis ça a été bien réparé et bien restructuré pour que ça tienne. Donc tu es en confiance. Je suis en toute confiance.
Avant, Armel, tu étais chez Britair, c'était une écurie un peu plus familiale. Là, c'est vraiment Banque Populaire, c'est le gros team de la course au large. Comment tu vis ça? T'es un simple pilote ou comment tu vis ça, toi? Bah oui, c'est sûr que c'est différent. Avant, c'était une équipe que j'avais montée avec un sponsor local, entre guillemets, parce que c'était la baie de Morlaix, effectivement. Britair a son siège à Morlaix. Maintenant, Banque Populaire, c'est un team qui existe dans la voile depuis 20 ans, qui a beaucoup d'expérience. Donc moi, je suis arrivé, en fait, j'ai intégré l'équipe. C'est pas moi qui ai fait l'équipe. Mais voilà, j'ai des gens que je connaissais bien, qui travaillaient déjà au sein du team. Et on a profité justement pour mettre en place une petite équipe autour du monocoque. Maintenant, on profite aussi de toutes les compétences au sein de l'équipe parce qu'il y a aussi le maxi trimaran pour justement mutualiser tout ça. Et voilà, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités, de moyens, d'énergie pour aller vite. Quand on a cassé le bateau, j'avais jamais vu un monocoque sortir aussi vite de l'eau, à démater. Enfin, c'était. En plus, il a été glissé entre le trimaran et le hangar. Voilà, c'est-à-dire que le matin, on est arrivé à 7h du mat. On avait le bateau, toutes les voiles et la fissure. Le soir, il était dans le hangar. Donc, est-ce que du coup, ça te donne pas un peu la pression quand même d'être dans une grosse équipe comme celle-là? S'il y a une attente de résultats. Voilà, tu as fait deuxième du Vendée Globe, ce qui est une place excellente. Ça veut dire que pour faire mieux, il va falloir faire premier, quoi, en gros, pour faire simple. T'as pas de problème de moyens, techniques en tout cas. Donc du coup, est-ce que d'arriver avec ce statut-là, les résultats que tu as eus, etc., est-ce que ça te donne pas un peu la pression du coup? Bon, il y a un petit peu de pression. Maintenant, ça faisait partie aussi de quelque part du choix et puis du casting qui a été fait cet hiver. Effectivement, quand ils m'ont choisi, l'objectif, quand on a discuté ensemble, c'était pas pour faire de la croisière, hein, c'était pour faire des résultats avec un bon bateau, une belle équipe, un sponsor qui est fidèle dans la voile. Donc voilà, c'est sûr que moi aussi j'ai des ambitions en IMOCA. Ça fait 5 ans que je fais de l'IMOCA. J'ai pas encore gagné une grande course. Souvent deuxième sur des grandes épreuves, donc j'ai envie d'aller chercher plus haut, ce que j'ai réussi à faire en Figaro. Il faut que j'arrive maintenant à le faire en IMOCA, donc tout est réuni pour y arriver. Maintenant, ça va être à moi de travailler, et avec Christopher, déjà on prend du temps en ce moment. Et puis bien sûr, l'objectif numéro 1, c'est le Vendée Globe. Et puis Rive, toi tu étais à bord justement, quelle est un peu la méthode du Chacal? Tu étais en observateur privilégié là aussi cette semaine. C'est là qu'il a attrapé un Ah, rhume. C'est là que j'ai attrapé un rhume. Pourtant il n'y avait pas trop de vent. On était précisément observateur parce que l'une des anecdotes de la navigation, c'est qu'à un moment, juste à un moment, il a Yvan Joucla, qui est le gréeur du bateau, qui a juste voulu enlever un bout d'un taquet pendant la manœuvre, qui s'est fait engueuler comme c'était pas permis. Armel s'est excusé après, mais on sentait que même pour un petit entraînement à Port-la-Forêt, ça veut dire qu'il est en compète même à l'entraînement. Et même chose, hein, ils sont partis. Il y a eu un petit parcours côtier, ils sont partis à gauche, tous les autres sont partis à droite. Ils leur ont mis un paquet de longueur, et du coup l'entraîneur a dit on va faire un regroupement parce qu'il avait pris trop d'avance. Et il s'est levé, il a agité les bras. On avait du briefing que c'était une course, ça leur restait une course, il n'était pas content. Donc on voit que même à l'entraînement, il est déjà en mode chacal. Et le petit Pratt, ce qui est très amusant, c'est qu'il a une tête de plus que son équipier. Donc pour embraquer, je ne sais pas si on le voit bien sur les images, mais pour embraquer, Christopher, souvent pour être à la hauteur, il se met sur le banc, sous le vent, pour pouvoir embraquer en même mode. Alors justement, comment tu as choisi Christopher Pourquoi pas Nico Troussel, de la baie de Morlaix. Il faut dire que Christopher est marseillais et il se fait chambrer régulièrement. Surtout avec la météo qu'il faisait. Marseillais quand même très breton puisqu'il était sur le, il était sur le bateau des CNS et il était longtemps basé à Lorient. Pour un gars de la baie de Morlaix, il est marseillais, je peux te dire. Christopher, en fait, on se connaît depuis longtemps. On s'est rencontrés sur le Change d'Espoir qui est à l'école en 99, donc que j'ai gagné. Vous étiez rivaux. Et lui, c'était le petit jeune de la bande, de la sélection, et il était arrivé de Marseille, il débarquait avec son sac. Et voilà, j'ai trouvé qu'il avait été très bon sur l'eau. Il était issu du 420, il avait fait beaucoup de championnats du monde. Et donc je l'ai embarqué avec moi l'année suivante sur l'équipage. Il y avait pas mal de courses en équipage. On a fait le Speed West France, l'Obélix, toutes ces courses-là. Et puis voilà, puis ça a bien fonctionné. On est resté en contact. On a souvent navigué l'un contre l'autre en Figaro et puis en IMOCA l'année dernière sur la route du Rhum. Et c'est ce choix-là qui m'a fait décider de le prendre parce que je trouvais qu'il avait bien navigué sur la route du Rhum. Bon, le résultat à l'arrivée n'était pas à la hauteur de ses espérances. Il a eu pas mal de problèmes techniques. Mais je trouvais qu'il avait vraiment été bon sur l'eau. Et moi, je voulais quelqu'un qui ait de l'expérience en IMOCA, qui soit disponible cette année, dès la mise à l'eau du bateau, parce que moi, je ne connaissais pas ce bateau. Et je ne voulais pas avoir quelqu'un qui arrive en septembre, peut-être après le Figaro ou après le Tour de France à la voile, et à qui je suis obligé, en plus, d'apprendre les manettes, alors que on a du boulot en ce moment.
Et donc voilà, Christopher est arrivé dès la fin juin et maintenant il connaît le bateau aussi bien que moi, voire un peu plus parce qu'il s'occupe pas mal du technique. Et du coup, voilà, c'est vraiment intéressant. Bien. Écoutez, là, on va parler maintenant d'un sujet, Armel, que tu connais particulièrement bien, le Figaro, puisque tu as dominé la solitaire l'an passé. Et il y a 15 jours, quand Jérémy Bayou était au comptoir, les figaristes du Tour de Bretagne étaient en escale ici. Mais c'était un jour avant le dénouement de cette épreuve en double, je rappelle, et qui a été remportée par le Vendéen Morgan Lagravière, épaulé par le Finistérien quand même, Gilda Mahé. Alors lequel, Morgan Lagravière, s'illustre en ce moment aussi dans la Solo Quiberon, qui est la dernière épreuve du championnat de France de course au large. Alors là, je me tourne vers les experts, Philippe et Pierre-Yves. Parce que Gilbert n'est pas du tout expert, c'est bien sans connu. complexe. Non, moi je suis monsieur loyal. Je suis comme Jimmy ce soir. Donc, mais est-ce qu'on est en train d'assister à une espèce de prise de pouvoir d'une nouvelle génération dans cette classe Figaro ? Prise de pouvoir, je sais pas, mais ils viennent tous de l'olympisme, ils ont tous fait plein de choses, du 49er, du 4-7, du 420. Ils sont jeunes, ils respectent pas les anciens. On le voit à chaque fois. Ça, c'est pas bien. Moi, je sais pas jusqu'où ils vont aller ces gars-là. Il y a un message de service là, c'est pas bien. C'est pas bien. Si, mais lui, il est très respectueux. Et puis je pense aussi que ce sont des gars qui ils sont pas tous au centre d'entraînement de Port-la-Forêt parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. On en retrouve pas mal en Vendée, on en retrouve à la Grande Motte. Et il n'y a pas qu'une seule école, maintenant il y en a deux autres. Et je pense que tout ça tire vers le haut. Il y a une espèce d'émulation qui se crée. Je sais pas ce que tu en penses, Armel, mais entre tous ces centres-là. Ah oui, parce que Morgan Lagravière, c'est pas un cas isolé, quoi. Il y en a plusieurs. Bon, Fabien Delahaye va peut-être être. Lui, il est là depuis 3 ans, mais il va être probablement champion de France de course au large. Moi, je mettrais quand même un petit bémol sur le phénomène Lagravière, parce que par contre, il a commencé le Figaro en janvier. Oui, tout à fait. Les Polo Melat, les Fabien Delahaye, ils ont déjà plusieurs saisons de Figaro, même si elles ne sont pas forcément complètes et tout. Fabien était l'équipier d'Armel. Lui, il a débarqué en janvier, donc lui, c'est vraiment un phénomène quand même. Pourquoi un bémol ? Parce que je suis pas sûr qu'il soit dans un phénomène, ça soit forcément un phénomène générationnel. Parce que quelqu'un qui explose comme ça, qui fait premier bisu, qui gagne des manches à la Generali, qui gagne le Tour de Bretagne et qui va probablement gagner la Quiberon solo, solitaire du Figaro. C'est le futur Armel La Quiberon Leclerc. solo, il y a encore demain, mais il y a encore demain. Tour de Belle-Île souvent fait des choses. Mais Armel, mais je pense que toi, tu les as matés, toi, l'an passé. Alors, mais il n'était pas là. Il n'était pas là, oui, mais il y en avait. Quel est ton regard un petit peu, sur ces nouveaux figaristes, quoi? On en a discuté un peu justement avec Christopher du Figaro cette année, parce que Christopher faisait un petit peu de météo pour Jérémy et suivait bien sûr tout ça de très près. Je trouve effectivement, on trouvait justement que cette année, notamment sur le Figaro, il y a eu tout s'est pas mal joué sur les débuts de course. Il n'y avait pas forcément de grosses options à prendre. Et du coup, il fallait être devant assez vite et naviguer au contact. C'était très au contact. Et voilà, et ça, c'est une génération. En tout cas, c'est des gens qui ont l'habitude de ça. C'est vrai que Morgan, il a fait beaucoup d'olympisme. Et je pense que là-dessus, il est assez à l'aise dans ces conditions-là. Sur des parcours bananes, des parcours de bouée de dégagement, il est toujours bien placé. Là, on le voit sur la Quiberon solo, il maîtrise parfaitement son sujet. Ouais, puis ils ont acquis les finesses du monotype. Et puis maintenant, tout va vite, on apprend vite les réglages. Cette année, en plus, on a changé de tissu sur la grand voile, donc il a fallu s'adapter. Je pense que ça a aidé justement à ceux qui étaient un peu moins à l'aise, qui connaissaient moins le bateau, à rattraper un petit peu le retard sur ceux qui avaient plus d'expérience. Et puis maintenant, les logiciels de navigation sont assez faciles à maîtriser. Les routages sur des courses de Figaro sur 2-3 jours, on arrive à avoir des choses assez faciles, enfin en tout cas assez simples. Après, il y a toujours l'expérience et Jérémy l'a démontré sur l'eau que pour gagner, il faut quand même un petit plus, voire un gros plus. Mais en tout cas, voilà, ça prouve que y a quoi naviguer en Figaro. Moi, j'ai souvenir qu'il y a quelques années, ou il n'y a pas longtemps que ça, il y avait des gens qui disaient moi le Figaro je ne viendrai jamais, c'est des spécialistes, c'est des gens qui font ça depuis 20 ans, on ne va jamais pouvoir avoir une place dans les 10. Il y en a qui prouvent le contraire, donc la classe est très ouverte. Ouais, s'il faut être passé par l'équipe de France olympique avant, c'est encore plus compliqué, quoi. Voilà. Non, mais regarde Xavier Macaire, un figariste, il fait quand même 10e du Figaro. Moi, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'il y avait Morgan qui a un peu dominé. Qui dormait sous sa tente aux étapes. Mais Xavier, il a fait un super Figaro et il vient du Mini. Donc il y a Thomas Ruyant qui a gagné la Route du Rhum l'année dernière. Bon, cette année sur le Figaro, il n'était pas dedans, mais je pense qu'il sera sûrement l'année prochaine aux avant-postes. Voilà. Armel a parlé du Mini. Alors là, justement, on va changer de dimension et puis aller dans la dimension d'une course-aventure. Je sais qu'elle vous plaît. Donc la Mini Transat, une histoire donc créé par Bob Salmon en 1977. Vous étiez qui est parti dimanche dernier. Mais surtout, et quand même 79 marins,
17 nationalités, donc ça fait toujours recette. Et Pierre-Yves, finalement, ancien combattant, ancien ministre qui l'a disputé en 2001, évidemment, tu es allé humer l'ambiance, peut-être avec un brin de nostalgie, non? Lâche-toi, Jimmy, pas là. Ah oui, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Jimmy est pas là, on va pouvoir Ah, en oui. parler tranquillement Ah, oui, et longuement. Ouais, vous n'êtes pas bridé, mais... Non, on va un peu par le temps quand même. Écoute, moi, ce qui me frappe le plus à chaque fois que j'y vais, j'ai fait tous les départs depuis. Non, en 2003, ça avait été décalé, je crois, ou en 2005, c'était décalé à cause de la météo de 2 jours, donc j'avais pas pu voir le départ. Ce qui me frappe, il y a 2 choses qui me frappent. La première, c'est que c'est une course, c'est probablement la seule course ou la principale course où l'émotion des coureurs, des entourages est palpable presque de manière physique. Parce que c'est pas des grands professionnels de la voile, ou très très peu d'entre eux. C'est des histoires d'hommes, c'est souvent l'histoire d'une vie. Il y a des histoires pour d'hommes et certains, de femmes, il y a beaucoup d'enjeux humains et émotionnels autour de la course. Et ça se ressent au départ, qui est vraiment un moment qui est tout le temps incroyable, avec sans doute beaucoup plus d'émotions sur les pontons pour les spectateurs et les entourages que sur les coureurs qui préparent ça depuis 2 ans, qui sont déjà dans leur bulle et qui sont partis. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est extrêmement frappant, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu la plus vieille des transats. C'était écrit en 77, 77, un an avant la route du Rhum. Elle était hors la loi. Elle était hors... Pardon non, j'avais 6 ans. Voilà. Et que malgré tout, malgré le temps, malgré les évolutions architecturales, malgré les coûts qui montent, malgré la pression des qualifs, eh ben, le phénomène continue à fonctionner. Ouais. Crise ou pas crise, il y a 79 bateaux au départ. 79 bateaux, et puis Et à chaque fois, internationales. voilà, et le phénomène fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une institution, et puis que les coureurs qui venaient, qui changent, forcément, la course, Bien elle a sûr, 35 ans. toi, tu l'as fait en 2000. Et voilà, et le phénomène d'engouement, d'émotion, le truc marche à chaque fois. Voilà, l'ambiance reste la même, ce qu'on appelle l'esprit mini, qui on pourrait passer 2 émissions entières à essayer de définir, mais ne change pas. Et ça, c'est fascinant. Quoi. Et ça, c'est aussi, en plus, un voyage en solitude. Mais est-ce que, Philippe, pour toi qui est aussi un passionné de la Mini dans la couverture, c'est aussi une autre approche médiatique, la Mini? Ah bah moi j'aime bien la Mini tous les 2 ans parce que ça m'oblige, ça nous donne un gros coup de pied aux fesses parce que on est nous les journalistes abreuvés de communiquer, de vacations radio, de téléphonie radio, on vous appelle quand on veut sur les bateaux. Sauf que sur la Mini c'est pas possible, on peut pas, on sait pas ce qui se passe, on suppute. Donc il faut tous les soirs. Ah, c'est un face à face avec l'océan. Il n'y a pas de communication avec l'extérieur. Oui. Exactement. Donc tous les soirs il faut qu'on se dise on va parler de la Mini, on a un pointage, on a Internet. Eh ben, il faut que j'appelle un routeur, il faut que j'appelle le directeur de course, il faut vraiment se faire violence pour trouver des angles intéressants et essayer de savoir ce qui se passe sur la course. Et moi, je trouve ça fabuleux, elle me fascine. Alors, cette course aussi, elle a révélé de grands marins quand même, parce que Bruno, Loïc Perron, Hélène MacArthur, Isabelle Autissier, Thomas Coville, Bernard Stamm, le parrain de cette édition. Alors, est-ce que c'est un passage obligé? Toi, Armel, t'es arrivé sur le devant de la scène, t'as pas besoin de faire la Mini, mais est-ce que ça t'a tenté à un moment donné? Oui, j'ai regardé ça et je suis effectivement chaque année, enfin tous les 2 ans, la course, même tout le circuit. Dès qu'il y a une course, maintenant, il y a des belles cartos. Maintenant, allez vite, ils n'ont pas forcément de bons communiqués, mais il y a une ils ont belle carte, on peut des les bons suivre. sites avec des. Voilà, on peut bien suivre les courses. Mais c'est une série qui m'intéresse. J'ai pas eu l'occasion d'en faire beaucoup, mais voilà, c'est la seule course en solitaire que Michel Desjoyaux n'a pas gagnée. Donc voilà, il y a un challenge. Peut-être un jour on ira faire ça. Il avait gagné une étape. Il a gagné la deuxième étape, mais il l'a pas gagné. Voilà. Non, il l'a pas gagné, non. C'est vrai que c'est pas le roi du solitaire, t'as raison. On dit souvent aussi que la Mini, c'est le labo de la course au large. Michel y avait testé cette quille pendulaire qui maintenant s'est généralisée. Est-ce que c'est toujours vrai, Philippe et Pierre-Yves? Ah oui, Pierre-Yves me disait avant l'émission qu'il y avait un type comme David Raison. Tout le monde connaît son bateau, c'est le Magnum 747, il ressemble à une espèce de grosse glace. Il a gagné la Transgascogne, s'il gagne la Mini, je vous raconte pas la tempête qu'il y aura dans les crânes des skippers et des architectes, parce que ça risque de révolutionner quand même pas mal de choses. Il y a un autre gars qui s'appelle Samuel Manuard, qui l'un des meilleurs architectes, il a fait des Mini qui marchent bien, il a fait des 40 pieds qui marchent bien. Moi j'ai hâte de le voir en 60 pieds. Donc ça reste un laboratoire formidable, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a toujours des bidouilles? C'est clair, je disais aussi à Philippe quand on a préparé l'émission que c'était probablement aujourd'hui les bateaux les plus sophistiqués au sens, à leur échelle évidemment, au sens où dans la jauge IMOCA par exemple les gréements ne basculent pas. Ils ont pu basculer à un moment, mais ça a été interdit ensuite. Mais sur un Mini aujourd'hui au dernier cri, vous avez les safrans relevables, la quille pendulaire, les dérives qui peuvent changer d'angulation, le mât qui tourne, ça c'est le standard d'un 60 pieds IMOCA, mais qui en plus a le mât qui bascule de l'avant vers l'arrière et en latéral. Et ça devient des bateaux d'une sophistication, c'est d'ailleurs pas très très... Et ils ont des ballasts. Rajoutons les ballasts. Ouais. Le tout sur 6,50 m de long. Et c'est surtout en fait les coûts d'investigation, de prise de risque. Le Magnum de David, de Dada, comme on l'appelle, il est extraordinaire, mais il n'a pas coûté très très cher. À son échelle à lui, c'est énorme.
mais la prise de risque pour prendre des risques technologiques, ça peut encore se faire sur ce type de bateau. Ouais, ben en tout cas, moi, dans les Mini que je couvrais, ils étaient nettement moins prêts à l'heure du départ, il y a une vingtaine d'années. En tout cas, la Mini, bon, tu as vu, hein, Armel, ils sont intarissables, mais on peut faire 26 minutes. On pourrait faire 2 heures, on va faire les offs. Mais il se passe des choses en Méditerranée. La preuve, Jimmy y est. Il y a aussi notamment les M34. J'aime bien l'association d'idées. Les M34. C'est le dernier acte des M34. Alors, Voilà. dis-nous, Philippe. Moi, j'ai juste regardé. Ce que je peux vous dire, c'est que l'été indien, c'est là-bas aussi. Il n'y a pas de vent. Ils ont fait des heures et des heures de moteur. Donc, c'est Nicolas Trossel qui est en tête avec son M34. Je ne sais plus comment il s'appelle. Crédit Mutuel Performance. Bref, voilà. Performance. Mais ils n'ont pas de vent. Voilà. Voilà, mais ils se débrouillent pas mal. Il y a du vent nulle part. Hein. Armel, ton regard sur Nicolas pour sa première saison en M34. Première saison, bah oui, ils ont fait le Tour de France, 3e, donc voilà, objectif rempli. Je crois qu'ils visaient le podium avec un nouveau bateau. C'était pas évident parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de projets au départ qui voulaient se lancer. Puis finalement, ils étaient quand même un beau plateau sur ce Tour de France. Et puis Nico, avec une équipe de Bretons et puis aussi de Méditerranéens, parce qu'il y avait Christopher, Dimitri Deruel à bord. Ça sert. Voilà, ça sert. Je crois qu'ils ont été très très bons sur la fin de partie du Tour de France. Et puis là aussi, ils sont en tête. Donc je pense que Nicolas est en train de mettre en place son équipe, son fonctionnement. Et puis je pense que l'année prochaine, il reviendra avec de grosses ambitions sur le Tour de France. Mais ça fonctionne bien en tout cas. T'as navigué sur le bateau, toi, parce qu'il a été très critiqué, parfois à tort d'ailleurs, par des marins. Non, j'ai pas navigué sur ce bateau. Je l'ai vu naviguer sur le Spi Ouest France. Et puis effectivement, j'ai eu beaucoup de retours, alors des avis différents. Voilà, je pense que c'est à ceux qui ont navigué dessus qui peuvent mieux en parler. Mais bon là, je pense que après maintenant, il faut faire avec. Je crois c'est un bateau qui a l'air en tout cas d'aller vite et qui faut prendre du temps aussi pour le mettre pour bien l'apprendre. Je pense que le Figaro 2, quand il est arrivé au début, on avait eu quelques soucis la première année. Je me rappelle des safrans, je me rappelle des problèmes à l'intérieur aussi, de ballast, etc. Et puis finalement, maintenant, c'est un super bateau qu'on n'a pas forcément envie de changer tout de suite, même si à un moment, il faudra passer par là. Donc voilà, il faut laisser un peu de temps, je pense, aux M34 et aux équipes de prendre en main le bateau. Et tu pourrais aller faire quelques piches sur le Tour de France à la voile? Cette année, c'était un peu dur parce que je recevais justement le monocoque populaire. C'était un peu la course à ce moment-là. L'année prochaine, on verra. On a un programme un peu chargé. Il y a le Tour de l'Europe en IMOCA, donc en mois de mai, juin. Donc voilà, peut-être qu'après, effectivement, début juillet, peut-être quelques sorties. C'est toujours intéressant d'aller faire une étape, notamment en Bretagne, notamment avant le Figaro. Moi, je sais que l'année dernière, ça m'avait servi, l'étape qu'on a fait entre Saint-Quay-Portrieux et Lorient, il me semble. Ouais, pas mal de figaristes ont fait ça. C'était quasiment les mêmes Delahaye, conditions, les mêmes timings au niveau de la marée que l'étape qu'on a fait, la première étape de la solitaire du Figaro. Et du coup, je savais à peu près où passer. C'était le cas encore cette année. Bon. Justement, juste une petite incision, parce que ce qui était très intéressant quand je suis allé naviguer sur Banque Populaire avec Armel et Christopher, c'est qu'il y avait quand même quelques beaux bateaux dans la baie. Il y avait 5 bateaux. Il n'y avait pas Jean-Pierre Dick et Jérémy Bayou. Parmi tous les concurrents, alors tu vas être bien élevé et poli, tu vas me dire que tous les concurrents sont dangereux. Est-ce que justement un duo comme le vainqueur de la solitaire du Figaro et le vainqueur de la Barcelona World Race sur une Transat Jacques Vabre, c'est pas un peu du lourd, pour faire court? C'est un gros mercato. Non, c'est sûr que c'est un des favoris. Je pense qu'aujourd'hui, moi je mettrais 2 bateaux qui sont bien prêts, en tout cas. Ça se voit sur l'eau en termes de vitesse, de préparation. Donc c'est Jean-Pierre et Jérémy, puis c'est Vincent et Hugues. Voilà, c'est des bateaux récents, c'est des bateaux qui sont à l'eau depuis 1 an, voire un peu plus, qui ont fait le tour du monde ou qui ont fait 2 transats. Donc voilà, on voit qu'ils sont techniquement, les bateaux sont prêts. Sur l'eau, ça va vite, ça navigue au bon endroit. Donc voilà, pour moi, c'est les 2 concurrents très, très redoutables pour la prochaine Jacques Vabre. Bon. J'ai fait exploser le compteur là. Non, allez, ado, coup de cœur, parce qu'on va pas se quitter sans les petites ados. Allez, Philippe, pour commencer. Alors moi, je vais regarder mes fiches parce que c'est un coup de cœur pour des Chinois sur la Mini. Alors le premier s'appelle Guo Xuan. Alors c'est un type qui a décidé de faire la Mini en lisant le livre d'Hélène MacArthur qu'il avait rencontré en 2006. Et là, on a regardé avec Pierre-Yves tout à l'heure. Il est en train de faire un coup pas possible. Il est 2e en série et il peut même remporter la mise, d'après toi. Et le deuxième, alors ça c'est une histoire extraordinaire, c'est Kanchu. Il a 50 les ans. Chinois sont partout. Ouais, c'est un Chinois. Il est brésilien. Il est brésilien. C'est un Brésilien avec des origines chinoises, pardon. Et il avait fait le mini Fastnet avec Xavier Macaire. Et Xavier Macaire me disait que parfois il le regardait et disait c'est comme ça qu'on règle un bateau. Et puis mais il savait vraiment pas comment le faire avancer. Il est sur la Mini et il est 43e sur 46. Bravo.
Allez, Qui moi, la arrive. mienne, je vais la faire très vite puisque c'est moi qui ai fait exploser le compteur. Moi, j'ai une ado pour Oui, moi. Ernesto Bertarelli, puisque on a découvert de manière un peu fortuite qu'il était Derrière probablement le le mode soutien 70. très très fort de De Yann Yann Guichard Guichard. sur le mode 70 numéro 5. Comment on l'a découvert? Tout simplement, c'est lui qui avait déposé le nom de domaine. Spindrift.com, le nom de domaine du site internet de l'équipe de Yann Guichard. C'était assez comique. Depuis, le nom était effacé, mais on a pu le vérifier à l'occasion. Armel. Et ben moi j'ai une ado, c'est pour Fabien Delahaye, qui sera, j'espère, il y a une grande chance, sacré demain champion de France de course au large, donc pour sa 3e saison, donc un grand bravo. Un petit jeune que t'as Un petit formé. jeune qui va bien. Bah alors moi j'ai une ado pour une jeune femme qui aurait dû prendre le départ de la Mini Transat. Voilà. Gilbert. Voilà, une jeune et cet hiver, une lourde opération des jambes, eu des complications. Elle était en fauteuil électrique au centre de Kerpap cet hiver. Et puis avec beaucoup de volonté, elle est debout. Et dimanche, forcément, elle était au départ pour voir les copains mini s'élancer avec forcément un petit pincement au cœur, mais déjà d'autres projets d'escapade maritime en tête. Alors on lui souhaite de retrouver le chemin de Dis son nom l'écume. quand même. Capucine. Dis son nom. Voilà, mais je vais vous dire son nom parce que je vous invite à aller voir. Elle a eu aussi une jolie plume pour parler de la mer et des marins. Donc je vous invite à aller à voir son blog. Désolé, Pierre-Yves. Il n'y a aucun souci. Donc sur Plus yahoo.com joli que et Pierre-Yves. c'est Capucine Trochet. Voilà. Bon vent. Merci à tous. Merci de votre fidélité au Café de la Marine du Télégramme ici à Key West. À bientôt dans 15 jours. Armel, merci beaucoup de ta présence et puis bonne transat Jacques Vabre. Bon vent. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique! Il est passé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Hein. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao, ciao.